Merci et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette seconde partie de la Grande Table. Si vous avez l'habitude de vous endormir au théâtre, courez voir le vrai spectacle de Joris Lacoste. Ce n'est pas une invitation ironique, vous le constaterez dès l'arrivée dans la salle du théâtre de Gennevilliers, où vous serez assis un fauteuil sur deux pour être bien à l'aise et on vous donnera même une couverture. Car le vrai spectacle ne se déroule pas sur scène mais dans la tête du spectateur. C'est par l'hypnose que Joris Lacoste propose une autre façon de recevoir les histoires. Il réinvente ainsi le rôle de chacun, écrivain, metteur en scène, dramaturge, acteur et spectateur. Il continue là son travail sur le langage, le son et l'expérimentation, un souci que partage également Valérie Mrégène, notre autre invitée, plasticienne, romancière, vidéaste, réalisatrice qui utilise tous ces supports pour explorer la possibilité qu'offre le langage. On a pu le constater en 2008 lors de l'exposition Place de la Concorde, c'était au Jeu de Paume à Paris. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Il nous a semblé intéressant de vous réunir car vous jouez donc sur les codes du langage et de la représentation pour interroger la place et même le rôle du spectateur devant une œuvre. L'idée, nous allons tous au théâtre, au cinéma, au musée avec un certain nombre d'attentes que vous prenez un malin plaisir à contourner et même parfois à décevoir. Et pour cette nouvelle création, le vrai spectacle, votre outil, Joris Lacoste, c'est l'hypnose. Vos yeux se font lourds et vous avez envie de dormir. Regardez bien mes doigts. Je vais les approcher de vos yeux de plus en plus et vos yeux vont se fermer. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant vous dormez. Vous dormez profondément. Scène d'hypnose dans le 7e ciel de Benoît Jacot, un film de 1997 dans lequel Sandrine Kiberlin cherche l'orgasme grâce à l'hypnose, l'orgasme qu'elle n'arrivait pas à trouver. Alors, c'est un peu la question tout de suite qu'on a envie de vous poser, Joris Lacoste. C'est sur l'origine de ce projet du vrai spectacle et de votre intérêt pour cette pratique, la pratique de l'hypnose. D'où ça vous vient, Joris Lacoste ? Ça me vient d'abord d'un goût pour la parole de l'hypnotiseur. Je suis tombé un peu par hasard sur des enregistrements d'auto-hypnose, vous savez, ce genre de disques, de CD qu'on peut acheter pour... Comment arrêter de fumer. Voilà, pour avoir plus de charisme ou pour être moins paresseux. Et indépendamment de la vertu thérapeutique de ces disques, j'ai trouvé, certains en tout cas, il y avait une réelle qualité poétique dans ces formes de paroles. Et donc j'ai commencé à les collectionner et à les écouter beaucoup et à apprécier l'effet que ces paroles avaient sur moi. Et petit à petit, comme ça, je me suis intéressé non plus seulement à la forme de ce discours, mais aussi à l'hypnose en tant que telle. Et le passage au caractère théâtral de l'hypnose, parce que vous parlez donc de ces disques pour arrêter de fumer, par exemple. Je crois qu'il y a aussi une expérience théâtrale derrière ça, d'une pièce de Mélancolia de Jon Fosse qui était... Non, c'est un exemple que je donne, mais il y en a beaucoup, en fait. Il y a beaucoup de situations, beaucoup de pièces de théâtre qui m'ont mis dans un état qui était un état de semi-conscience ou un état de semi-sommeil que je trouvais très, très intéressant et qui... Vous savez, moi j'étais un enfant, comme beaucoup d'enfants, dont la mère me racontait beaucoup d'histoires. Ma mère me racontait beaucoup d'histoires avant de m'endormir. Et je crois que j'ai gardé de ce plaisir un goût pour la parole, un goût pour ces états un peu entre veille et sommeil, où on s'embarque dans des images, des personnages, des aventures. Et je crois que ce que je cherche au théâtre en tant que spectateur a beaucoup à voir avec ça, beaucoup à voir avec une familiarité, une proximité d'une parole qui nous emmène dans des endroits de conscience des endroits où on ne maîtrise plus exactement ce qu'on imagine et ce qu'on pense.
Alors peut-être quelques mots du dispositif qui est à l'œuvre dans cette pièce, le vrai spectacle. D'abord un prologue, c'est l'acteur Rodolphe Congé qui fait vraiment là une performance impressionnante, qui est seul en scène et qui explique un peu ce qui va se passer, comme ça peut être le cas dans une séance de thérapie de groupe. Préparation du spectateur donc qui s'installe par un langage assez neutre, pas théâtral au sens caricatural du terme. L'adresse est simple et directe. On est d'emblée dans une vraie liberté de réception. Vous pouvez vous laisser ou non aller à l'hypnose parce que, dit l'acteur Rodolphe Congé, on n'hypnotise pas les gens contre leur gré et on glisse comme ça imperceptiblement de la préparation au spectacle avec le son, les vibrations sonores du compositeur Pierre-Yves Massé, votre texte, la lumière de Cathy Olive. C'est vraiment une équipe qui pense ce spectacle. Donc la lumière de Cathy Olive, on glisse comme ça dans un univers, les yeux fermés, chacun fait son vrai spectacle dans sa tête. Valérie Mregen, vous vous êtes endormie, vous avez fait votre spectacle dans la tête ? Les deux, oui, je me suis endormie à un moment donné au début, après l'introduction où en effet il est expliqué comment ça va se passer, qu'on est invité à produire soi-même des images en fait d'après les quelques indications qu'on va nous proposer. Et donc là j'ai eu un petit passage à vide et je me suis réveillée quand le comédien était une petite silhouette noire avec des lumières qui clignotaient. Et tout d'un coup, j'ai eu l'impression, en même temps, d'avoir... Alors, c'est drôle parce que à la fois, ça parle de ce lâcher-prise qu'on attend quand on va au théâtre et en même temps d'une forme de résistance à ça. Et j'étais partagée entre la culpabilité de me dire « zut, j'ai raté quelque chose » et de me dire « mais non, en fait, c'est ça, c'est bien, justement, c'est ce qu'il faut. » Et j'ai trouvé que c'était vraiment un dispositif évidemment très intéressant que c'était un spectacle qui parlait au spectateur et qui parlait du spectateur évidemment, enfin du fait que chacun projette mentalement des images dans une sorte de secret qui est entre soi et que donc tout se passe dans la tête de tous les spectateurs qui sont dans la salle en fait, qu'il se passe évidemment quelque chose sur scène. En plus le comédien est vraiment formidable et le texte est suffisamment simple et neutre pour pas être trop directif et donc permettre une certaine liberté d'imagination. Et en même temps, on sent bien que tout ce qui se passe vraiment est dans le plus grand secret du cerveau de chacun. Cette culpabilité dont parle Valérie Mregen du spectateur qui s'endort et qui malgré tout se dit, même s'il est invité à s'endormir, qui se dit malgré tout j'ai raté quelque chose, c'est cette position, c'est ça que vous recherchez, Joris Lacoste, avec ce spectacle. Entre autres, évidemment, on ne recherche jamais un seul effet, mais c'est un des effets que vous voulez trouver chez le spectateur pour le déplacer, le mettre dans une position inconfortable malgré le confort des fauteuils. Joris Lacoste. Ah non, bien au contraire, c'est une position, je cherche vraiment à trouver une sorte de confort. Disons qu'il y a une tradition au théâtre, en particulier peut-être dans le théâtre français, consiste à dire le théâtre doit réveiller les consciences, doit rendre le spectateur héritée de Bertolt Brecht. Voilà, il faut dire le vrai. Rendre le spectateur plus lucide, plus conscient. Et du coup, il y a de fait une sorte de culpabilité quand on s'endort au théâtre, où on a l'impression de rater quelque chose, de passer à côté d'une proposition. Et moi, je trouvais important de réhabiliter ou en tout cas d'inviter le spectateur à vivre le spectacle exactement comme il en a envie. C'est-à-dire que dans la proposition que nous faisons, chacun peut choisir la position qui lui convient. On peut tout à fait rester complètement éveillé du début à la fin. J'espère que ça a aussi un intérêt. On peut aussi c'est ce que vous appelez le spectacle réel, ça, spectacle qu'on voit. Voilà, il y a deux spectacles pour nous. Même il y en a peut-être plus que deux, mais il y en a ce qu'on appelle le spectacle réel, qui est ce que nous faisons et qu'on peut voir, écouter si on a les yeux ouverts du début à la fin. Et à ce qu'on appelle le vrai spectacle. Et en fait, il n'y a pas un vrai spectacle, il y a autant de vrais spectacles que de spectateurs, puisque le vrai spectacle, c'est celui que le spectateur va imaginer pour son compte. Et on se rend compte, évidemment, qu'à partir d'un seul spectacle réel, il y a une infinité d'imagination et de vrais spectacles possibles.
Et en quoi alors l'hypnose, peut-être on va parler un petit peu de l'hypnose, parce que nos auditeurs peut-être se demandent comment ça intervient. On a tout de suite, quand on parle de l'hypnose, dans la tête soit un fakir dans dans une bande dessinée de Tintin, ou peut-être dans un musical qui fait son numéro, ou alors peut-être une utilisation plus médicale, celle de psychothérapeutes, ou même, j'ai pu le voir en cherchant un peu autour de cette émission, des anesthésies, des chirurgies sous anesthésie hypnotique, je ne sais pas vraiment comment le dire. Là, il s'agit d'un petit peu autre chose tout de même. Qu'est-ce que vous êtes allé rechercher dans cette démarche hypnotique, et peut-être pouvez-vous parler un peu de l'historique de cette démarche, Joris Lacoste? Au fur et à mesure que je me suis intéressé à l'hypnose, je me suis rendu compte qu'il y avait une position d'écoute qui était très particulière et qui pouvait être peut-être exploitée pour créer de la fiction et trouver d'autres manières de recevoir la fiction. Parce que de fait, en hypnose, si on écoute une histoire dans un état de conscience modifié, on va produire des images, on va être même immergé dans une histoire d'une manière beaucoup plus profonde, de manière beaucoup plus totale qu'en dans un état éveillé. Et donc je me suis dit que l'hypnose pourrait peut-être être un moyen de développer, de créer des fictions et surtout de les recevoir autrement. Donc j'ai appris à hypnotiser il y a quelques années, et j'ai commencé à raconter des histoires à des gens endormis et à observer ce que ça créait chez eux. Et je me suis rendu compte assez vite qu'en effet, le langage trouvait sous hypnose une sorte d'effectivité remarquable, dans la mesure où des énoncés qui peuvent être très, très génériques, très abstraits. Par exemple, je vous dis une maison, vous voyez une maison, vous entrez dans une maison. Si vous êtes sous hypnose, vous allez voir non pas l'idée simplement abstraite ou floue d'une maison, mais une maison très, très précise, avec tel ameublement, telle ambiance, peut-être même telle odeur ou telle température. Et donc l'hypnose produit comme ça des sortes d'hallucinations visuelles, mais aussi sonores ou tactiles, qui peuvent être très, très, très fortes et très qu'on peut utiliser dans l'écriture. Disons que c'est le rapport toujours entre le langage et l'imagination qui m'intéressait de questionner avec l'hypnose. Vous avez dit que j'ai appris à hypnotiser. Comment est-ce qu'on apprend à hypnotiser, Joris Lacoste? Ce sont des techniques. Ce sont des techniques très simples. Il y a toute une rhétorique de l'hypnose. Et quand je disais tout à l'heure que ce qui m'a d'abord intéressé, c'était le discours de l'hypnotiseur, c'était avant tout cette poétique, même on pourrait dire. Il y a des figures, et il y a des figures vraiment des figures de rhétorique. Et en maîtrisant ces figures et en les modulant, en les travaillant, on produit assez facilement. Mais c'est des choses ça ne demande pas de dons particuliers, ça demande simplement un petit apprentissage. Et alors justement, ce sont ces règles, ces figures de rhétorique qui sont utilisées. Alors je me suis endormi assez vite, je l'avoue, devant les auditeurs et devant vous, Joris Lacoste, mais on est invité vraiment à fermer les yeux, à s'endormir. Donc je n'ai pas ici la possibilité de donner vraiment des citations de ce texte qui en effet provoque chez le spectateur endormi des images, des sensations. Mais ce que j'ai pu constater, c'est l'importance de formulations comme ce n'est pas ou peut-être quelque chose comme ça et surtout la répétition, très très important comme figure de rhétorique, pour reprendre vos termes. C'est quelque chose qui vous a intéressé, ça, ce texte à proprement parler, Valérie Mregen, vous qui travaillez aussi là-dessus sur le texte? Moi j'étais très étonnée parce que j'étais impatiente de faire cette expérience. C'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup mais que je ne connaissais pas du tout. Enfin, j'ai jamais fait l'expérience de l'hypnose, donc je découvrais, j'avais une vraie curiosité quant au texte et à la façon d'amener vers cet état comme ça de présence flottante ou décollé de la présence qu'on a habituellement peut-être quand on va au spectacle. Et c'est vrai, il y a énormément de négation. Ça peut être ça, mais c'est pas ça. Ou alors c'est peut-être ça. Enfin, je me souviens plus exactement. Mais
et qui font qu'en même temps, on est toujours on est un peu dans le flou et en même temps, on est toujours rassuré par cette voix qui nous enveloppe et qui dédramatise tout le temps, enfin qui nous donne pas des directives qui nous enferment, qui offre une grille, mais c'est pas du tout une grille, comment dire, au sens propre, quoi. C'est au contraire des pistes qui partent un peu dans tous les sens, qu'on attrape comme on veut. Et avec cette répétition comme ça de certains mots ou des petits mots qui ponctuent, voilà, etc. Donc il a une présence. En fait, il reste très présent. Il occupe le terrain d'une certaine manière, tout en disant mais c'est un acteur qui ressemble à rien, etc. Donc il s'absente lui-même en fait du fait d'occuper la scène de manière trop forte. Il prend congé, d'ailleurs il s'appelle Rodolphe Congé. et en même temps, il reste très présent par la voix, mais qui module en fait d'une façon qui est assez subtile. Et donc cette question du langage qui enferme et qui te permet quand même de dire des choses, d'en sortir, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve notamment dans une de vos vidéos, Valérie Mregen, dans la vidéo Capri, qui était cette vidéo qui mettait en scène Valérie Donzelli et Jérémy Elkaïm, donc couple cinématographique qui est devenu très connu depuis évidemment La guerre est déclarée, ce film qui est sorti en début d'année, et qui reprenait tous les poncifs de la parole, toutes ces expressions toutes faites qu'on peut utiliser dans une dispute amoureuse, mais qui permet quand même de dire des choses. Je vous propose d'écouter un extrait. Camille, attends. Je vais t'expliquer, c'est pas ce que tu crois. Tu me prends vraiment pour une conne. Tu crois pas que je l'ai vu, ton petit jeu? Mais Camille, je t'aime. J'ai besoin de toi, je veux pas te perdre. Tu lui dis ça, elle aussi. Ma chérie, tu te fais du mal. Vas-y, dis-le. Dis-le. Mais parle. Parle-moi, j'ai besoin que tu me parles. C'est pas vrai tout ça. Dis-moi que c'est pas vrai, c'est pas toi qui me parles comme ça. Si, c'est moi. Regarde-moi bien. Profites-en parce que bientôt tu me verras plus. Et puisque tu me pousses à bout, je vais te faire une confidence. Je t'ai jamais aimée, Françoise. Jamais. Je te crois pas, tu mens. Pendant toutes ces années, j'ai joué la comédie. Je sais pas comment j'ai fait d'ailleurs. Même à Capri? Même à Capri. Même à Capri, la poésie des phrases toutes faites, Valérie Mregen. Comme ça, on va pouvoir continuer un peu sur cette question de la poétique de l'hypnose, et là, en l'occurrence, la poésie des phrases toutes faites. Oui, des phrases toutes faites, des clichés, mais je pense qu'on peut en effet parler de ça par rapport à l'hypnose, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup d'images à écarter quand on veut écrire un texte comme celui-là sur l'hypnose. Enfin, c'était vraiment la difficulté majeure, la question qu'on s'est posée d'emblée avec Rodolphe Congé, c'était comment présenter de manière explicite un spectacle qui utilise l'hypnose, tout en évitant, en déjouant les clichés attachés à l'hypnose, dont on est bien conscient, à savoir effectivement la figure de l'hypnotiseur du 19e siècle, le pendule, et même dans une certaine mesure la thérapie, qui n'est pas un cliché, mais c'est l'image. Disons que l'hypnose est associée soit à l'hypnose à Charcot, disons, aux origines de l'hypnose, enfin tout ce qui date du 19e siècle, soit à l'hypnose de spectacle, avec, vous savez, les gens qui vont faire la planche ou le petit chien, ou des choses plus ou moins ridicules aux spectateurs, soit à la thérapie, et donc on se demande toujours s'il y a un truc quand même. Vous avez une réponse à cette question? Les hypnotiseurs de Nicole sont des vrais hypnotiseurs. Oui, sont des vrais hypnotiseurs, il n'y a absolument aucun truc. Et donc comment on en sort alors de ça? Comment on en sort de cette image? Pardon, je vous ai interrompu, mais la question de brûler les lèvres de la réalité de l'hypnose. Comment est-ce qu'on en sort de ces images par le texte, justement? Quels écueils vous avez évités? La stratégie qu'on a adoptée, c'était d'être très sincère, d'être très carte sur table et de commencer le spectacle en expliquant aux spectateurs l'expérience qu'on leur proposait de faire avec nous. Et donc de commencer par présenter l'hypnose et présenter le projet. Et ensuite, petit à petit, effectivement, de dériver vers d'autres, disons, un autre type de langage, un autre type de présence. Donc une stratégie, disons, de la continuité, essayer de rester de trouver une forme de relation, de contact entre l'acteur et les spectateurs, et ensuite de travailler cette relation et d'amener comme ça progressivement le spectateur à d'autres endroits.
Mais c'est aussi simplement par le type de... Je parlais tout à l'heure des techniques, des rhétoriques hypnotiques. Et il y a effectivement toutes sortes, même dans l'hypnose la plus sérieuse, des techniques qui peuvent être très stéréotypées, parce que ce sont des techniques liées à la relaxation, au confort, à la respiration. Et proposer ça dans le cadre d'une salle de spectacle, c'est évidemment très, très délicat de demander au spectateur de faire attention à son corps, de se poser sur le fauteuil. Donc c'est des choses qu'on a décidé de ne pas du tout utiliser et de plutôt travailler à partir du dispositif qui est celui du théâtre, et donc de transposer ou d'inventer des formes de techniques hypnotiques qui seraient appropriées à ce dispositif, à savoir un public qui regarde un acteur. Il y a par exemple une technique très, très ancienne, très classique, peut-être la plus efficace de l'hypnose, qui est la technique dite de la fixation, où on fixe un point. On fixe un point et petit à petit, comme ça, en regardant ce point, on s'absorbe dans l'hypnose, on entre en hypnose. Et nous, évidemment, tout de suite, on a pensé que le dispositif du théâtre, c'est des spectateurs qui regardent des acteurs, ou là, en l'occurrence, un acteur. Et donc, on pouvait beaucoup plus facilement demander aux gens de regarder le visage de l'acteur, par exemple, plutôt que de leur demander de fixer un point qui aurait été, ou une spirale, ou une chose beaucoup plus difficile, je pense, à accepter sans provoquer soit de résistance, de rire. D'autres techniques comme ça qu'on a cherché à transposer. Il y a une autre technique très, très, très utilisée qui est la technique dite de la dissociation, où on demande au sujet, au patient, de s'imaginer, de se visualiser depuis un autre point de vue, de se regarder de l'extérieur. Et c'est comme ça, en dissociant son regard de son corps, que le sujet peut progressivement trouver une forme d'état hypnotique. Nous, ce qu'on propose, c'est quelque chose qui a plutôt à voir avec l'identification. C'est-à-dire qu'on demande à un certain point au spectateur de s'imaginer à la place de l'acteur et de regarder à la place de l'acteur, et donc de se regarder, lui, public, depuis la scène. Ça ne marche pas, enfin, tout le monde ne le fait pas, tout le monde n'a pas envie de le faire, mais c'est ce genre de transposition qui nous a semblé, qu'on a tenté pour éviter ou pour rester dans un cadre qui est celui, dans un ensemble de codes qui sont ceux du théâtre contemporain en particulier. Mais alors comment est-ce que vous intégrez l'imaginaire du spectateur, parce que dans ce travail, parce que dans des précédentes pièces, dans des précédentes installations, vous demandiez ensuite à la personne hypnotisée de dire ce qu'elle avait vu, vous le filmiez. Là, en l'occurrence, non. Vous laissez le spectateur partir avec ces images. Valérie Mregen nous dira peut-être ce qu'elle a vu. Mais d'abord, je voulais savoir comment est-ce que là, vous aviez pensé ces images, ce vrai spectacle qui se passe dans la tête des spectateurs. Joris Lacoste. C'est important qu'on reste aussi dans le cadre du théâtre. Et au théâtre, les gens s'en vont après le spectacle avec l'expérience qu'ils ont vécue. Et ils en parlent entre eux, ou ils en parlent au bar, ou de retour chez eux, où ils écrivent ensuite au metteur en scène ou à l'équipe pour raconter ce qu'ils ont vu, où ils écrivent des livres sur leur expérience. Mais il n'y a pas on ne demande pas au spectateur à la fin d'un spectacle ce qu'il a vécu, ce qu'il a traversé, etc. Donc nous, on voulait rester dans on voulait préserver, on voulait respecter aussi cette liberté. Voilà. Donc, ce qui était important pour nous, c'était vraiment de mettre disons, le spectateur, chaque spectateur face à sa propre expérience, sa propre imagination, qu'il soit libre de le prendre vraiment à sa façon. Et de ce point de vue, on a proposé dans le programme, on met une adresse email, il y a un numéro de téléphone, il y a un serveur vocal où les gens peuvent appeler s'ils le souhaitent pour nous raconter ce qu'ils ont vu. Vous avez appelé Valérie Mregen ? Non, j'ai pas appelé. Non. Mais les auditeurs vous écoutent alors. Non. Bon, j'ai quelques images comme ça qui me restent, mais c'est en fait ce qui est compliqué avec ça, c'est comme quand on se réveille d'un rêve. En fait, on a comme ça des sensations, mais qui sont difficiles à décrire. Enfin, c'est une autre démarche en fait de tout d'un coup formuler et adresser un mail ou envoyer un message, etc., pour raconter ce qu'on a vu. Si, moi je me souviens d'avoir descendu l'escalier d'une cave à la fin du spectacle, par exemple, en donnant la main à quelqu'un, des choses comme ça. Mais en fait, ce que je trouvais très bien aussi au début, dans l'introduction du spectacle, c'est de parler de l'hypnotiseur suisse. Qui était, enfin, je sais pas si c'était la personne que vous êtes allé voir en premier, mais donc de raconter en fait
de parler de quelqu'un qui est un hypnotiseur en l'imitant plus ou moins, en prenant son accent, comme si il y avait la reproduction d'une première parole entendue, et ensuite vous vous appropriez une autre façon de proposer des images et justement d'amener les spectateurs vers ça. Et c'est vrai que c'est très fragile en fait, ces images qui doivent affleurer et que vous proposez. Parce que moi, j'ai pas d'expérience de l'hypnose, mais je fais du yoga régulièrement et on retrouve ça en fait dans les séances de Nidra avec des images où très vite, en effet, on frise le cliché. Moi, je sais que quelquefois, j'ai entendu vous imaginez qu'une pluie d'or sur une mer de cristal, etc. Et ça me faisait tellement rire intérieurement que c'est impossible de se représenter la chose. Non, si, je me la représentais, mais j'étais pas du tout détendue, quoi. Enfin, je trouvais ça super kitsch et j'avais l'impression de regarder les vitrines de chez Roméo, quoi. Et juste, Roméo, rue Saint-Antoine, rue du Faubourg Saint-Antoine à Paris. Et justement, ce sentiment de déception parfois, qui peut être celui du spectateur, qui efface malgré tout à ce constat. Il n'a pas été véritablement hypnotisé comme il peut l'entendre ou comme il pouvait s'y attendre véritablement, et même avoir le sentiment d'avoir été victime d'un canular. C'est quelque chose auquel vous avez pensé, Joris Lacoste? C'est quelque chose que vous recherchez encore une fois? J'ai parlé tout à l'heure dans mon premier chapeau de cette émission d'art déceptif. C'est un concept qu'on doit notamment à l'un des producteurs de cette chaîne, Laurent Goumard, donc on lui rend hommage ici. Mais justement, cette déception recherchée du spectateur, c'est important là encore face à ce qui pourrait être pris comme un canular. Non, pas vraiment. Non. Là, ce qui est important pour nous, c'est, vous savez, dans l'hypnose, il y a vraiment différents degrés. Il y a pas vraiment, soit on est en hypnose, soit on l'est pas. Il y a toutes sortes d'états intermédiaires. Et on explique au début aussi que si certaines personnes ne veulent pas être hypnotisées, c'est très bien. On peut tout à fait regarder le spectacle complètement éveillé. Et ça doit avoir un certain intérêt. Et de fait, dans les expériences qu'on a pu recueillir jusqu'ici, il y a toutes sortes de gens qui ont qui passent par différents stades. C'est très très fluctuant. Il y a des gens qui ont des images extrêmement précises du début à la fin, qui ont des histoires très suivies, où ils perdent complètement conscience de la parole et sont complètement immergés dans une histoire. Et il y a des gens qui restent complètement éveillés, et entre les deux, il y a toutes sortes d'états comme le vôtre, Valérie, où c'est plutôt des choses, des flashs, des choses qui sont assez floues. Et on cherche pas à décevoir une attente, puisque on cherche plutôt à la transformer. On cherche plutôt disons que c'est une attente qui forcément, si les gens viennent avec l'idée de faire une expérience d'hypnose, on essaie de leur proposer au mieux. On a essayé de penser le spectacle pour que cette expérience soit possible d'une manière, disons, optimale, en jouant avec tous les paramètres avec lesquels on pouvait jouer, donc le texte, la voix de l'acteur, la musique, la lumière, de manière aussi à ce que les spectateurs, selon leurs diverses sensibilités, puissent s'accrocher à un de ces éléments plutôt qu'à d'autres. Il y a des gens qui n'écoutent pas du tout le texte, qui sont complètement concentrés sur la musique. Il y a des gens pour qui la lumière fait un effet très très fort, alors que d'autres pas du tout. Donc c'est des expériences qui sont comme ça à dimension variable. Juste très très rapidement, Valérie Mregen, sur cette volonté de décevoir un peu le spectateur, de le déplacer, de le mettre dans un état comme ça de déception. C'est quelque chose que vous recherchez aussi dans votre travail, et vous l'avez ressenti dans le spectacle de Joris Lacoste? Non, je pourrais pas vraiment formuler les choses comme ça, mais ce que j'ai trouvé peut-être de commun, en tout cas dans l'approche, c'est le goût de laisser des interstices dans lesquels les gens peuvent se glisser, se projeter. Enfin, je vois que vous avez posé sur la table l'agrume, j'aperçois cette couverture orange. Tout à fait, l'agrume chez Alia. Donc il y a des lignes de blanc qui séparent chaque petit chapitre ou paragraphe. Et je pense que, de mon côté, il y avait cette volonté de laisser une certaine liberté à l'intérieur de laquelle on peut se glisser en lisant le livre, sans décrire les choses de manière trop définie ou trop bavarde.
Et c'est sur ces paroles et cette musique du spectacle Joël Massé que nous nous séparons. Merci Joris Lacoste et Valérie Mregen. Joris Lacoste, je rappelle que le vrai spectacle, c'est au Théâtre de Gennevilliers jusqu'au 19 novembre dans le cadre du Festival d'automne. Valérie Mregen, pas d'actualité immédiate, peut-être la sortie d'Onville, votre film qui était sorti sur les écrans en juillet dernier et qui sortira en DVD en janvier prochain. Et je crois aussi des projets en 2012 au Centre Pompidou. Au théâtre également, demain, dans le cadre du cycle Littérature et politique, mais interdit de s'endormir, c'est proposé par France Culture et l'Odéon Théâtre de l'Europe à Paris. Lecture d'un texte inédit du philosophe italien Antonio Negri, c'est Prométhée, critique du divin, à 20h au Théâtre de l'Odéon donc. La grande table, c'est fini pour aujourd'hui. Réécoute et podcast sur franceculture.fr. Merci à tous et bon week-end.